Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va revenir en détail sur les questions que vous nous avez posées lors de notre épisode sur la recherche de civilisations aliens. Si vous n'avez pas vu cet épisode, c'est par ici que ça se passe. Mais vous pouvez rester par ici, parce que vous risquez quand même d'apprendre des trucs. Et donc sans plus attendre... Ce serait intéressant de mettre à jour l'équation de Drake par rapport à la science et à la connaissance de l'univers aujourd'hui. Vous pourriez nous proposer cette actualisation ? Alors il y a pas mal de choses à en dire, mais j'aimerais tout d'abord vous faire un petit topo sur ce qu'est la fameuse équation de Drake et sur son histoire, parce que je trouve que c'est important pour mettre les choses en contexte. En 1960, le jeune astronome américain Frank Drake travaille au National Radio Astronomy Observatory, situé à Green Banks, en Virginie occidentale. Il décide de pointer l'un des radiotélescopes du site vers deux étoiles proches similaires à notre Soleil, Tau Ceti et Epsilon Eridani, à la recherche de civilisations extraterrestres au moyen de la fameuse raie à 21 cm de l'hydrogène. Ce projet de recherche, baptisé Projet OSMA, est la première investigation réellement scientifique de ce type. Et même s'il ne détecte rien de particulier, le projet OSMA va générer énormément de buzz dans la communauté astronomique, mais aussi auprès du grand public. Encouragé par l'Académie nationale des sciences, Drake se retrouve à organiser un an plus tard un séminaire à Green Banks sur la recherche de la vie intelligente dans l'univers. Et c'est ce séminaire qui va officiellement lancer le SETI en tant que champ d'investigation scientifique. Afin de guider les discussions du séminaire, Drake griffonne quelques jours avant la réunion une équation censée encapsuler les sujets qui pourraient être pertinents pour répondre à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Cette équation, qu'on appelle depuis l'équation de Drake, elle ressemble à ça. Alors, n'ayez pas peur, oui, il y a plein de symboles, mais on va prendre le temps de décortiquer cette équation ensemble. La quantité que Drake voudrait déterminer, c'est n, le nombre total de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec lesquelles on pourrait entrer potentiellement en contact au moyen de radiotélescopes. Et pour déterminer n, il nous faudrait idéalement déterminer 7 facteurs cruciaux. Les 3 premiers facteurs sont de nature astronomique. R étoile, c'est le nombre d'étoiles qui se forment chaque année dans notre galaxie. F indice P, c'est la fraction de ces étoiles qui sont dotées de planètes. Et N indice E, c'est le nombre moyen de planètes potentiellement habitables par étoile. Les 2 facteurs suivants sont de nature biologique. F indice L, c'est la part de ces planètes où la vie apparaît effectivement. F indice I, c'est la part de ces planètes où apparaît la vie intelligente. Et enfin, les 2 derniers facteurs sont de nature sociale. F indice C, c'est la part de ces planètes capables et désireuses de communiquer. Et enfin, L, c'est la durée de vie moyenne d'une civilisation en années. Quand on multiplie tous ces facteurs entre eux, selon les valeurs qu'on y assigne, N peut prendre littéralement n'importe quelle valeur entre 0 et plusieurs milliards de milliards. D'ailleurs, sur le net, vous trouverez de nombreux sites qui vous permettent d'entrer vos propres suppositions pour chaque paramètre afin d'estimer N. Et je vous encourage vivement à essayer parce que c'est une bonne manière de voir si vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste sur la question de la vie intelligente dans le cosmos. En 1961, le seul facteur qu'on était capable d'estimer, à peu près scientifiquement, c'était R étoile, le taux de formation d'étoiles de la Voie lactée. Et tous les autres facteurs étaient laissés à l'imagination des scientifiques. Près de 60 ans plus tard, on commence à peine à avoir des estimations relativement robustes pour les facteurs astronomiques. Par exemple, une estimation moderne de R étoile nous dit qu'il y a entre 2 et 16 nouvelles étoiles qui se forment dans la galaxie chaque année. En pratique, la valeur de R étoile, elle varie un peu selon la méthode utilisée pour la calculer. Pour ce qui est de la fraction des étoiles qui possèdent des planètes, on pense aujourd'hui que la quasi-totalité des étoiles de la galaxie possèdent un système de planètes, donc F indice P est très proche de 1. Et pour ce qui est du nombre de planètes potentiellement propices à la vie par étoile, si l'on considère que ça peut être approximé par le nombre moyen de planètes rocheuses qui se trouvent dans la zone d'habitabilité de leur étoile, on trouve dans la littérature scientifique des estimations extrêmement variables, qui vont de 1% à plus de 100%. Cette immense incertitude, elle est due au fait qu'il n'existe pas encore de notion d'habitabilité d'une planète qui fasse consensus. Comme on l'a vu dans un épisode précédent, la notion d'habitabilité d'une planète peut dépendre de plein de facteurs, comme l'âge de son étoile, ou encore la présence ou non d'une atmosphère. Du coup, à l'heure actuelle, différentes études utilisent différentes notions d'habitabilité, ce qui ne nous avance pas trop lorsqu'il s'agit d'estimer N indice E. Les facteurs astronomiques de l'équation de Drake sont à ce jour les seuls facteurs dont on peut dire que l'on possède une estimation plus ou moins fiable. Pour ce qui est des facteurs biologiques et sociaux, on n'en a juste aucune espèce d'idée. En l'état actuel des connaissances, cette équation est donc insoluble. Mais s'approcher de la vraie valeur de n n'a jamais été le vrai but de l'équation de Drake. Parce qu'aucune équation ne pourra compenser notre absence de données sur l'existence ou non des civilisations extraterrestres dans notre galaxie.
L'équation de Drake n'est pas une loi de la nature, au même titre que E égale mc2. Elle n'est pas non plus conçue pour être résolue, mais pour cartographier notre ignorance, et pour stimuler des discussions scientifiques sur la vie intelligente dans le cosmos. En cela, elle est plus un outil philosophique que scientifique. Elle est un rappel que lorsqu'on s'attaque à des questions aussi importantes et vastes que « sommes-nous seuls dans l'univers ?», il est nécessaire de découper ce grand problème en petits problèmes plus facilement solubles. Et c'est comme ça que fonctionne la science. Bon, le problème de l'équation de Drake en tant que telle, c'est qu'elle remplace une grande question difficile à résoudre, « sommes-nous seuls dans l'univers ?», par 7 questions différentes dont certaines sont quasi impossibles à résoudre pour le moment, ce qui en fait une équation plutôt controversée dans la communauté scientifique. Le nombre et la nature de ces paramètres sont notamment critiquables, et ils sont encore aujourd'hui largement discutés. Sans compter que l'équation repose sur pas mal de suppositions qui ne sont pas forcément vérifiées en pratique. Et si ces suppositions sont fausses, on ne peut clairement pas faire confiance aux résultats que nous sort l'équation. Par exemple, l'équation de Drake repose sur le fait que le taux de formation d'étoiles est le même dans toute la galaxie, ce qui n'est pas le cas. Ou encore que toutes les civilisations technologiques capables de communiquer par ondes radio sont censées se développer au même rythme que sur Terre, ce qui est quand même une hypothèse assez forte. Face à toutes ces critiques, de nombreuses tentatives de modification de la célèbre équation ont été développées depuis, chacune de ces équations reflétant les priorités des chercheuses et des chercheurs qui les ont formalisées. Très récemment, l'une de ces tentatives a largement fait parler d'elle dans les médias. Dans un article paru en 2020 dans la revue The Astrophysical Journal, Tom Westby et Christopher Kontselis ont développé une version légèrement modifiée de l'équation de Drake qui repose notamment sur d'autres suppositions. À partir d'un raisonnement probabiliste et des données astrophysiques les plus fiables du moment, les deux auteurs arrivent à la conclusion que le nombre de civilisations dans notre galaxie capables de communiquer à des distances interstellaires serait situé entre 4 et 211, le nombre le plus probable étant 36. Passé à la moulinette médiatique, une telle conclusion a évidemment donné lieu à des titres sensationnalistes, tels que « Des chercheurs affirment qu'il existe 36 civilisations extraterrestres » ou encore « Nous ne serions pas seuls dans l'univers ». On ne le répétera jamais assez quand vous lisez ce genre de gros titres, méfiez-vous-en instinctivement, et gardez en tête que des affirmations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Dans tous les cas, en ce qui concerne l'équation de Drake et ses nombreux avatars, je pense que vous avez maintenant toutes les bases pour vous faire un avis éclairé sur la question la prochaine fois qu'une étude de ce genre fera le buzz. Il est impossible de tirer des généralités sur l'apparition de l'intelligence dans le cosmos à partir du seul échantillon terrestre. Mais cette affirmation ne doit pas non plus nous empêcher de spéculer ouvertement sur ces questions. 60 ans après son élaboration, l'équation de Drake continue de générer des discussions fructueuses sur l'émergence de l'intelligence dans le cosmos. Et c'est tant mieux. On devrait donc continuer à s'amuser avec cet outil, tout en faisant gaffe à ne pas trop le prendre au sérieux. Et puisque vous demandez une actualisation de l'équation, je peux laisser la parole à Étienne. Oui, en fait, comme disait Sébastien, ça dépend du champ de recherche de chacun. Moi, par exemple, en tant qu'ex-étudiant en biologie, j'aurais envie de rajouter un autre terme à l'équation, la proportion de planètes habitées où la vie unicellulaire est parvenue au stade multicellulaire, c'est-à-dire un niveau de complexité plus élevé. Sur Terre, la multicellularité s'est produite entre 1,5 et 2 milliards d'années après l'apparition de la vie, ce qui n'est pas négligeable à l'échelle des temps géologiques. Sur une exoplanète rocheuse quelconque où la vie a émergé, on peut imaginer que l'invention de la multicellularité a pu mettre beaucoup moins ou beaucoup plus longtemps à émerger, voire même qu'elle n'a pas émergé du tout. Voilà, c'est une idée, vous en faites ce que vous voulez. Quand on parle de l'existence ou non de civilisations extraterrestres, l'équation de Drake fait un peu partie du folklore. C'est pas de la science-fiction, mais pas non plus de la science qui est capable de donner directement des résultats. Contrairement aux sphères de Dyson, dont la recherche donne pour le moment des résultats négatifs, mais concrets. Il y a des résultats négatifs tout aussi importants que les positifs, et des idées, comme celle de Drake, qui sont juste porteuses, même si les chercheurs ont du mal à mettre tout ça en avant dans leur propre travail et dans les revues scientifiques. Je suis en train de regarder, mais Giuseppe, c'est un prénom italien qui se prononce plutôt Giuseppe que Giuseppe. Voilà, c'est tout, c'est pas très important, mais ça m'a fait bizarre. Eh bien, tu as tout à fait raison, toutes mes excuses aux Italiens qui nous suivent. Les messages par laser ne seraient pas plus rapides et de meilleure qualité? Je dis ça vraiment bêtement. Ta question est loin d'être bête. Les messages par laser sont d'ailleurs à la base de ce qu'on appelle l'approche optique du SETI, ou OCT, Optical SETI. Il s'agit de tenter de détecter dans le ciel des impulsions laser très brèves, de l'ordre du milliardième de seconde, dans un domaine de longueur d'onde situé entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Bon, un laser, par définition, c'est un rayon lumineux, donc il ne peut se déplacer dans l'espace qu'à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde environ.
Il ne sera donc pas plus rapide qu'une onde radio ou toute autre onde du spectre électromagnétique. Par contre, l'approche optique présente plusieurs avantages par rapport aux ondes radio. D'une part, les instruments requis pour émettre ou pour détecter un rayon laser dans l'espace sont plus petits et plus légers que des antennes radio. Mais surtout, il existe à notre connaissance très peu de phénomènes naturels qui émettent des impulsions de lumière très brèves dans le domaine du visible. Si on détecte des impulsions laser qui ne durent qu'un milliardième de seconde, par exemple, un tel signal ne pourrait être qu'artificiel. Alors pourquoi une civilisation alien choisirait-elle de balancer des rayons laser dans le ciel, me direz-vous? Eh bien à ce stade, on ne peut que spéculer. Peut-être pourrait-il s'en servir pour propulser des voiles photoniques, similaires aux sondes du projet Breakthrough Starshot par exemple. On peut aussi imaginer que ça pourrait représenter un moyen de communication interne, une sorte d'internet galactique. Après tout, des lasers, c'est ça qu'on utilise chez nous, dans nos fibres optiques. Et évidemment, on peut imaginer tout ce qu'on veut pour le moment, puisqu'on a zéro donnée sur l'existence potentielle de ces civilisations. L'approche optique du SETI est presque aussi vieille que le SETI lui-même. L'idée a été proposée pour la première fois dans un article publié dans la revue Nature au début des années 60, à peine 2 ans après l'article historique de Morrison et Cocconi. Parmi les auteurs de l'article, on retrouve Charles Townes, un physicien qui deviendra quelques années plus tard prix Nobel pour ses travaux théoriques fondamentaux qui ont mené au développement des premiers lasers de l'histoire. Donc c'est pas n'importe qui. Mais malgré ses avantages, l'approche optique du SETI n'a pas connu le même engouement dans la communauté du SETI que l'approche classique, qui consiste à scanner le ciel dans le domaine des micro-ondes ou des ondes radio. Il faut dire qu'au début des années 60, le laser venait à peine d'être inventé, et il était alors bien loin du niveau de maturité technologique de la radioastronomie. Il a donc fallu attendre le début des années 70 avant que les premiers projets de SETI optique ne voient le jour, et commencent à être pris au sérieux. Depuis, la technologie laser a beaucoup évolué, ce qui a récemment mené à un regain d'intérêt dans l'approche optique. À l'heure actuelle, le laser le plus puissant du monde peut en effet envoyer des impulsions d'une puissance de 10 pétawatts, c'est-à-dire 10 puissance 16 watts. Si l'on pointait un tel laser vers le ciel, sa luminosité serait environ 100 000 fois plus élevée que celle du Soleil pendant un bref instant, et notre présence serait alors détectable à des distances interstellaires, parce qu'un tel pic de luminosité serait forcément considéré comme artificiel par des astronomes aliens. Des calculs réalisés en 2016 par le physicien Philippe Lebine ont aussi montré qu'une impulsion produite par un laser de seulement 1 MW pourrait être détectable à 20 000 années-lumière à la ronde, et une impulsion laser de 100 gigawatts émise depuis la galaxie d'Andromède pourrait être détectable par un télescope terrestre de seulement 1 mètre de diamètre. Mais bon, à de telles distances, il ne faut pas espérer pouvoir communiquer avec la civilisation émettrice du message. Depuis les années 70, une vingtaine de petits projets faisant usage de l'approche optique du SETI ont été lancés un peu partout dans le monde. Certains de ces projets utilisent les données acquises par des télescopes existants à la recherche de signatures laser caractéristiques, tandis que d'autres utilisent des instruments dédiés pour traquer des impulsions laser. L'idéal pour ce type de recherche, ce serait de scanner l'intégralité du ciel en permanence avec des instruments adaptés. Et c'est justement le but du projet Laser SETI, initié par le SETI Institute. Ce projet de recherche, financé en 2017 par une campagne de financement participatif, a mené à la création de 8 caméras qui peuvent scanner le ciel avec une résolution temporelle de l'ordre de la milliseconde. Les 2 premiers instruments ont été installés en 2019, et le SETI Institute espère à terme compléter une 60aine d'instruments répartis dans le monde entier pour observer l'intégralité du ciel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ce n'est pas le seul projet prometteur sur le feu. En 2015, le milliardaire russe Yuri Milner a décidé de dédier une fraction de sa fortune à la détection d'extraterrestres, dans un projet nommé Breakthrough Listen. Ce projet a pour but de réquisitionner du temps de télescope dans des observatoires existants, jusqu'à quelques milliers d'heures par an, afin de scanner près d'1 million d'étoiles proches du système solaire, ainsi qu'une centaine de galaxies proches de la Voie lactée. Cette recherche sera non seulement réalisée dans le domaine des ondes radio, mais la quête d'impulsion laser est aussi de mise, grâce à l'Automated Planet Finder, un télescope robotisé de 2,4 mètres de diamètre situé à l'observatoire Lick en Californie. À ce jour, c'est l'instrument le plus sensible dédié à l'approche au SETI jamais construit. Si des aliens décident de balancer une impulsion laser de 100 watts de puissance depuis Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, l'Automated Planet Finder serait complètement capable de la détecter. Hello les émerveillés spatiaux! A-t-on actuellement un catalogue pour les exoplanètes? Tu peux pour ça consulter le catalogue de la NASA, qui recense toutes les exoplanètes connues et les liste selon leur distance, leur masse et leur date de découverte.
Il est régulièrement mis à jour et tu pourras même y trouver une visualisation en 3D de chaque exoplanète. Mais attention, hein, ce sont des visions d'artistes, parce que nos télescopes ne sont pas encore capables de produire des images détaillées de la surface de ces mondes. Y a-t-il beaucoup de systèmes à 100 années-lumière autour de nous? Si tu te balades sur le catalogue d'exoplanètes de la NASA et que tu comptes le nombre d'exoplanètes dans les 100 années-lumière à la ronde, tu en trouveras un peu plus de 350. Et c'est probablement une sous-estimation du nombre réel d'exoplanètes, parce qu'on est toujours très limité par la précision de nos instruments. Mais personnellement, je trouve que ça nous fait déjà un bon petit échantillon à étudier. Il semblerait qu'Étienne ait beaucoup de goût en termes de choix de sonnerie de téléphone. Ma question est hautement spéculative et probablement à côté de la plaque. Je me demandais si une civilisation extraterrestre avancée ne pourrait pas laisser des traces gravitationnelles plutôt que radio. J'imagine que triturer l'espace-temps en laisse des traces. Eh bien, c'est une excellente suggestion, et elle est loin d'être à côté de la plaque, parce que c'est une idée qui vient d'être proposée par un groupe de 4 astronomes dans un article publié dans la revue Nature en avril dernier. Mais avant de parler de l'article en soi, il faut qu'on s'arrête un moment sur le concept absolument merveilleux d'ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, ce sont des vagues dans le tissu même de l'espace-temps, qui sont émises lorsque des couples d'astres très massifs et très compacts, comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons, interagissent entre eux. Ces ondes d'espace-temps se déplacent à la vitesse de la lumière, et sur leur passage, les distances sont périodiquement étirées et comprimées. À la fin de cette valse cosmique, les deux astres finissent inévitablement par fusionner entre eux, ce qui donne la plupart du temps un trou noir plus massif. Depuis 2015, on a des outils, LIGO et Virgo, qui nous permettent de détecter de telles fusions de trous noirs, même si elles ont lieu à l'autre bout de l'univers. On appelle ces outils des interféromètres. En pratique, ce sont deux faisceaux laser qui sont envoyés faire des allers-retours de plusieurs kilomètres dans deux immenses tunnels perpendiculaires entre eux. Et ces faisceaux finissent par retourner à leur point de départ. Lorsqu'une onde gravitationnelle passe à travers un interféromètre, on a un des tunnels qui est périodiquement étiré et comprimé par rapport à l'autre. Pas de beaucoup, hein, ces variations de longueur sont infimes, environ 1000 fois plus petites que la taille d'un proton, mais on dispose aujourd'hui d'instruments suffisamment précis pour détecter des variations de ce type. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec la communication extraterrestre ? Eh bien, dans leur article de 2020, nos 4 chercheurs ont imaginé l'expérience de pensée suivante. Imaginons que vous soyez une civilisation souhaitant signaler votre présence dans toute la galaxie. Bon, pour l'exercice, imaginons aussi que vous soyez une civilisation suffisamment balèze technologiquement pour fabriquer des trous noirs et maîtriser leur trajectoire à l'envi. Comment est-ce que vous vous y prendriez ? Eh bien, selon notre groupe d'astronomes, le meilleur moyen serait de placer une balise dans un endroit distinctif de la galaxie, et de faire en sorte que cette balise émette en permanence des ondes gravitationnelles, suffisamment puissantes pour que son signal soit détectable dans toute la galaxie. L'avantage des ondes gravitationnelles par rapport aux ondes électromagnétiques, comme la lumière ou les ondes radio, c'est que rien ne peut les arrêter ou les absorber sur leur passage. Pour créer une balise gravitationnelle idéale, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de prendre un trou noir de la masse de Jupiter et de le placer sur l'orbite circulaire stable la plus proche de Sagittarius A*, un trou noir supermassif de plus de 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Non, vraiment, c'est la simplicité même. Sagittarius A* étant situé pile au centre de notre galaxie, ça en fait un objet unique dans notre voisinage interstellaire, et facilement repérable par toutes les civilisations possédant des instruments appropriés. En gros, c'est une sorte de point de rencontre que tout le quartier galactique devrait pouvoir reconnaître. Mais qu'est-ce qui ferait la particularité de notre balise gravitationnelle par rapport à un phénomène naturel ? Eh bien, dans la nature, lorsque deux astres très compacts et en orbite rapprochée émettent des ondes gravitationnelles, ces ondes encapsulent de l'énergie qui est évacuée dans toutes les directions. Au fil du temps, les deux astres perdent donc de l'énergie, et en pratique, cette perte d'énergie, elle se traduit par un rapprochement progressif des deux astres. Ils spiralent l'un vers l'autre et ils finissent par rentrer inévitablement en collision. Lorsqu'on convertit un signal d'onde gravitationnelle capté par nos interféromètres en son, par exemple une fusion de deux trous noirs, ça donne quelque chose comme ça. Ce whoop caractéristique traduit le rapprochement progressif et de plus en plus rapide des deux trous noirs.
Mais si on imagine une balise qui est maintenue artificiellement en orbite rapprochée autour d'un trou noir, cette balise émettrait un signal d'onde gravitationnelle à une fréquence constante. C'est-à-dire que si on convertissait ce signal en son, au lieu d'un « whoop », il émettrait en permanence la même note, et cette note ne laisserait aucun doute quant à la nature artificielle du signal. Pour que cette balise reste repérable, il faut évidemment la maintenir autour du trou noir galactique pendant suffisamment longtemps. Et ça demande de l'énergie. Les chercheurs ont donc calculé que pour maintenir une telle balise en orbite stable autour de Sagittarius A* pendant 1 milliard d'années, ça demanderait un apport énergétique extérieur équivalent à la masse d'un soleil tout entier. Contrôler l'orbite d'un trou noir de la masse de Jupiter pour envoyer des ondes gravitationnelles à travers la galaxie serait donc probablement la campagne marketing la plus osée, la plus risquée et la plus chère de toute l'histoire de l'univers. Mais selon nos 4 chercheurs, c'est une méthode qui a l'avantage de fonctionner à tous les coups, si elle est menée à bien. Bon, j'insiste quand même sur le fait que ce plan repose intégralement sur le fait que si la galaxie abrite de nombreuses civilisations technologiques, ces dernières devraient avoir développé de puissants interféromètres pour scanner le ciel à la recherche de tels signaux. Autant dire que c'est une sacrée supposition en soi. En tout cas, parmi toutes les civilisations hypothétiques de la galaxie, il y en a au moins une assez curieuse pour ça. La nôtre. Ici, une civilisation extraterrestre a déjà posé une balise en orbite autour du centre galactique. Le signal de cette balise devrait être détectable par la prochaine génération d'interféromètres, et notamment par la mission LISA de l'Agence spatiale européenne, un projet d'observatoire spatial, d'ondes gravitationnelles, dont le lancement est prévu pour 2032. D'ici une petite décennie, on devrait donc être fixé si des aliens ont eu la même bonne idée que nos astronomes terriens. À suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour vos questions toujours pertinentes. Comme d'habitude, j'ai appris énormément de choses en vous lisant et j'espère que vous aussi. Cette vidéo a été sponsorisée par vous, les abonnés qui nous soutenez sur Tipeee et Utip. Vous nous aidez chaque mois à travailler dans de meilleures conditions et à maintenir cette chaîne en vie, et on vous en remercie beaucoup. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser un tip ou bien à faire un tour sur notre boutique Teespring du Sense of Wonder où vous trouverez une sélection de t-shirts et de mugs. À très bientôt. À très bientôt.